Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Xie Wanting. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, RTI rencontre la docteure Xie Wanting. Après des études de médecine à l'université de Chengong, cela fait maintenant 12 ans qu'elle travaille dans le soin aux personnes âgées et elle est aujourd'hui directrice du centre de soins palliatifs de l'hôpital Chimay de gériatrie et gérontologie et aussi autrice de 2 livres sur les soins de fin de vie. Spécialiste des soins palliatifs, de la médecine familiale et de la gériatrie, elle s'intéresse à la littérature, à la philosophie, au droit, à la sociologie, à l'anthropologie, à la psychologie et à l'économie comportementale. Ses recherches de doctorat portent sur l'autonomie des patients, les comportements en matière de prise de décision médicale et les politiques publiques en matière de soins palliatifs. Elle commence par nous parler de son premier livre. Le premier livre, In Si Er Sheng, Naître pour mourir, parle de la décision qu'on doit faire quand on fait face à une maladie qu'on ne va peut-être pas pouvoir continuer à traiter et de comment faire cette décision difficile. Je parle de quelles émotions peuvent surgir à ce moment, que ce soit de la peur, de la faiblesse, du désespoir ou bien de l'excitation, de l'anticipation pour une libération. C'est aussi une chance. Pour la famille de cette personne, c'est souvent la première fois qu'elle traverse une telle situation. Ce premier livre parle du processus autour de cette décision. Je voudrais aussi dire que mon premier livre est sorti il y a 6 ans. À cette époque, on commençait à se familiariser avec les choix de fin de vie, y compris la décision de continuer les traitements médicaux ou non, et je voulais en parler avec les familles. D'autre part, je voulais attirer l'attention sur le fait que quand on cherche à ce qu'un malade puisse partir en paix ou bien à faire le meilleur des choix possibles, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Dire qu'on ne veut pas de traitement invasif ou pas de ressuscitation, ce n'est pas tout. Parfois, on peut ne pas avoir fait de choix, mais y penser. Le plus important pour certains, ce n'est pas tant la décision finale que le processus. Ce livre parle donc de comment les décisions sont prises à travers les histoires de différents patients. Après 6 ans où j'ai continué à travailler dans ce domaine et à observer la société qui devient super âgée, avec de plus en plus de personnes qui deviennent séniles, nous avons vécu la pandémie de Covid-19. Je me suis rendu compte qu'entre la famille, les accompagnants et le personnel soignant, lorsqu'une personne arrive à la fin de sa vie, il y a des vagues de difficultés. En plus de proposer une fin sans souffrance, une partie importante de ce qu'offrent les soins palliatifs, c'est une forme d'accompagnement pour les familles, que ce soit des familles dont les membres sont déjà proches, avec une bonne relation, ou pour celles qui ont plus de tensions, de conflits. On voit comment faire au mieux pour traverser cette étape. Tout le monde souhaite que la personne soit le mieux traitée possible, mais il faut garder à l'esprit que cette décision ne peut pas se prendre sans la personne concernée, qui sait le mieux ce qui est bon pour elle. Pour revenir à cette phrase cruciale, une décision à mon sujet ne peut pas être prise sans moi. Elle représente le fait que dans les soins palliatifs, on accorde de plus en plus d'importance à l'autodétermination des patients. Cette phrase a été dite par un représentant des malades dans une conférence en Autriche, puis reprise dans les soins palliatifs. Peu importe ce qui se passera, l'idée est que ce soit comme la personne le souhaite et pas comme ce que les autres voudraient. Le premier exemple illustre ça avec l'histoire d'un patient qui a décidé d'arrêter de s'alimenter. Un mot nouveau a surgi récemment à Taïwan, c'est l'occasion d'en parler aussi. Duanshi, littéralement interrompre l'alimentation. Le lien entre refuser de s'alimenter et respecter la décision du malade, c'est que cesser de s'alimenter est une méthode spécifique. Dans certains pays, il est autorisé pour des personnes en fin de vie et en possession de leur capacité mentale de choisir de cesser de manger et de boire pour accélérer le processus artificiellement et accueillir la mort plus tôt. Cela a déclenché des débats. Jusque-là, la politique à Taïwan est de limiter les traitements.
Quand l'heure est venue, on ne maintient pas la vie artificiellement pour que la personne puisse partir le plus paisiblement possible. Taïwan n'est pas encore prêt à un accueil de la mort prématurée actif. Il y a la question de l'euthanasie qui est d'actualité à Taïwan comme en France. On est tous d'accord que si c'est possible, il faut que la personne puisse décider par elle-même, consciemment de ce choix. Ce qui fait le plus débat dans les soins palliatifs, c'est que souvent, les malades qui trouvent la vie trop dure ou dont les accompagnants la trouvent trop dure sont ceux qui ne sont plus très conscients, parfois plus capables de s'exprimer, qui sont dans un lit depuis très longtemps. Et ça rend très difficile le fait que les patients décident par eux-mêmes de l'euthanasie. D'un côté, on voudrait permettre de pouvoir éviter les souffrances, et de l'autre, on est tous d'accord que personne ne devrait avoir le droit de décider de la vie ou de la mort d'autrui. Et même pour les proches, c'est pas toujours évident de savoir si la personne qui est malade souhaite mourir ou non, ou à quel degré est-ce qu'elle souffre. Je me suis occupée d'un père dont la famille ne savait pas comment lui demander s'il avait mal. Du fait de sa maladie, il avait des mouvements incontrôlés et ne pouvait pas parler, il était alité. La famille ne savait pas comment communiquer avec lui et a considéré la possibilité d'arrêter de le nourrir pour le libérer de ses souffrances. D'un point de vue médical, il y avait besoin de confirmer auprès du patient quelles étaient ses souffrances, ses envies et heureusement qu'on a pu le recevoir au service de soins palliatifs. Finalement, nous nous sommes rendus compte qu'il pouvait communiquer, qu'il ne souffrait pas autant que sa famille le croyait et on a pu diminuer ses médicaments et lui permettre de se remettre à manger ce qu'il voulait. Il y a vraiment besoin d'être sûr de ce que veut le patient, de ce que veut sa famille, et que tout le monde ait les mêmes informations, que les souhaits de tous et toutes soient clairs, pour ne pas faire du mal en croyant que c'est ce que voudrait l'autre. Xie Wanting explique qu'avec son équipe, il demande systématiquement aux patients en fin de vie « De quoi avez-vous envie ?» Dans une vie, il y a forcément des moments plus ou moins longs où on a besoin de quelqu'un qui prenne soin de nous. La question, c'est plutôt comment faire pour que le fait qu'on soit pris en charge par quelqu'un d'autre soit plus léger, comment changer l'environnement pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Et puis, comment voir aussi la personne dont on prend soin vraiment comme un être humain, comment la respecter avec dignité et comment savoir écouter quelqu'un qui ne sait parfois pas parler, mais aussi quelqu'un qui parle durement, qui est en colère ou bien qui nous traite mal. Plutôt que de parler de bien mourir, je préfère demander comment on peut vivre au mieux chaque instant à l'approche de la mort. J'aime beaucoup une histoire racontée dans le livre qui est un contre-exemple de cette image de fin paisible d'une vieille dame qui avait très peur avant de mourir. Elle rappelle que face à la mort, on a peur, on est effrayé. Ça nous pousse à nous demander de quoi on a peur, quelles sont ces angoisses, que disent les gens qui sont dans cette situation. En lisant ce passage, des gens m'ont demandé si ça veut dire que je suis devenue anesthésiée. Si on prend soin des gens, mais qu'à la fin, ils vont tous mourir, à quoi ça sert ? En fait, chacun a sa façon de faire face à la mort, de vivre la fin de sa vie. Donc, on doit toujours s'adapter. Avec le temps, on a aussi construit une forme de solidité. Et c'est ce que j'ai essayé d'intégrer dans cette histoire. La mort est une évidence, elle est inévitable, et on n'essaye pas de changer cela. Si on est en colère face à ça, ça ne changera pas sa venue. Et donc, face à une vieille dame en colère qui refuse notre présence, on ne sera pas blessé. Je pourrais essayer de l'éviter, de ne pas m'exposer à ses attaques, mais en fait, si elle est en colère, c'est parce que sa maladie ne guérira pas. Son corps ne l'écoute plus, elle se sent seule, mais elle n'essaye pas vraiment de blesser le personnel de l'hôpital ou sa famille par méchanceté. Si on l'évite, elle sera encore plus seule, donc la question est plutôt comment est-ce qu'on peut l'accompagner ? Elle n'a pas forcément de souffrance physique, mais psychologiquement, ça n'allait pas. Elle était effrayée, elle refusait de parler. De la même façon qu'on ne peut pas changer l'arrivée de la mort, on ne peut pas changer les patients. Ça nous rend plus humbles aussi, d'accepter qu'on ne peut pas offrir une belle mort à tout le monde. Malgré cela, on ne l'a pas abandonnée, on a continué à ramer avec notre petite barque pour l'accompagner, elle et sa famille, dans ce voyage vers l'autre rive. C'est notre seule tâche. Xie Wanting explique qu'au cours de la vie, on rencontre tout type de gens, des gens qui sont gentils avec nous, des gens qui sont plus méchants, mais en fait c'est impossible de les changer et souvent quand ils sont méchants, ils ont besoin d'être rassurés et donc en tant que médecin, eh bien, il faut être stable en équipe pour pouvoir être rassurant, par exemple ici pour cette vieille dame et sa famille.
Et pour finir sur un autre exemple qui touche aussi à l'autonomie des décisions médicales pour les mineurs, Xie Wanting nous partage l'histoire d'un enfant malade, Qiao Qiao, et de sa mère. Dans le livre, le chapitre sur l'histoire de Qiao Qiao s'appelle « Te donner une chance ». On explique au début avoir eu un cas très spécial de retour dans le service d'un enfant atteint de cancer du cerveau. Lorsqu'on a rencontré Qiao Qiao, il était en fin de primaire, donc mineur, mais il pouvait déjà comprendre beaucoup de choses sur la maladie et la mort. En 2016, Taïwan avait passé la loi sur les directives anticipées qui est entrée en vigueur en 2019 et qui est donc appliquée depuis environ 6 ans. Cette loi indique que les patients ont le droit de connaître leur situation et de faire un choix éclairé à l'avance sur ce qu'ils souhaiteraient recevoir comme traitement dans toute une série de scénarios différents. Qiao Qiao pouvait discuter de cela, il comprenait très bien de quoi on parlait, mais étant mineur, il ne pouvait pas signer ces directives anticipées. Et quand son état de santé s'est détérioré, son médecin a demandé à l'équipe de soins palliatifs de discuter avec Qiao Qiao et sa mère des risques, du fait qu'il pourrait y avoir besoin d'être ressuscité ou bien d'être nourri artificiellement, et de voir ensemble ce qu'ils souhaitaient qu'il soit fait ou non dans ces situations. Xie Wanting a vu que Qiao Qiao était ouvert à ces discussions, et sa mère par contre cherchait plutôt à le protéger, elle se renseignait aussi sur les traitements différents dans d'autres hôpitaux avec l'espoir qu'il guérisse. Sans chercher non plus à le forcer à subir des traitements, elle voulait qu'il sache quelles étaient les autres options. À première vue, ça a l'air d'une situation où tout va bien, mais en fait, Xie Wanting a expliqué qu'elle avait l'impression qu'il y avait comme un mur entre eux et puis Qiao Qiao et sa mère, et en fait la mère de Qiao Qiao les a remerciés, elle a dit que ça irait comme ça, qu'il allait continuer de faire sa vie, aller à l'école tant que c'était possible, et qu'il n'y avait pas besoin d'eux pour l'instant. Un an plus tard, le cancer avait beaucoup progressé et était en phase terminale. Nous avons de nouveau été en contact avec Qiao Qiao et sa mère. On a demandé à sa mère si elle voulait qu'on le laisse partir de la façon la plus confortable possible ou si elle voudrait chercher à le sauver. Quand elle avait dit l'année précédente « ça ira comme ça », je croyais que ça voulait dire qu'elle allait laisser les choses se passer et choisir les soins palliatifs. Et puis en fait, sa réponse nous a surpris, même si quelque part ce n'était pas tant une surprise, parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre l'année précédente. Un an après, elle nous a donc dit « bien sûr qu'il faut le réanimer, il faut donner une chance à Qiao Qiao ». On s'est rendu compte qu'elle n'était pas prête. On sait très bien qu'à ce moment-là, ressusciter Qiao Qiao, c'est juste retarder un peu sa mort et non pas lui donner une chance d'avoir une vie de qualité. La véritable option pour lui donner une chance était, il y a un an, d'essayer des traitements différents. On aurait pu insister, mais elle avait fermé la porte. On ne peut pas non plus forcer les parents à accepter notre accompagnement. Un an plus tard, elle n'arrivait pas à le laisser partir. Que ce soit un patient en phase terminale ou autre, on ne dit jamais qu'il a forcément une chance ou qu'il n'y a aucune chance. Mais on espère que ce soit une chance réelle et pas juste une chance d'être surmédicalisé. Dans cette histoire, nous sommes un peu tristes de ne pas avoir vraiment pu aider Qiao Qiao, de ne pas avoir pu accompagner sa mère, qui devait aussi être très seule, à décider quelle chance donner à Qiao Qiao. On espère que le public puisse discuter plus ouvertement avec les médecins pour savoir concrètement quelles sont les chances, ce sont des chances d'arriver à quoi. Cela pourrait permettre de diminuer un peu la tristesse et la solitude. C'était un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International, aujourd'hui en compagnie de la docteure Xie Wanting. Merci de votre écoute et à bientôt!